Coleman a réagi face aux accusations. Il a sorti sa vidéo droit de réponse. Il nous parle de ce qu'on lui reproche, à savoir du harcèlement, quelques claques, un petit peu de sperme. Il nous parle aussi de ses couilles bleues. Mais au final, en fait, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que on est très très proche de la vidéo réponse qu'avait fait le bouseux à des accusations à peu près similaires, on va dire, et où la réponse, on sait pas trop où il veut en venir avec la réponse, tellement elle ne le dédouane pas, elle l'enfonce davantage. Et tu te dis, mais pourquoi sortir ce genre de réponse? C'est quoi le but? Après, on en apprend beaucoup plus sur le contexte de toute l'histoire, et mine de rien, ça fait du bien d'avoir le son de cloche de Coleman sur toute cette histoire. La vidéo va être un petit peu longue, mais c'est très important d'essayer de recontextualiser tout le bordel. D'ailleurs, c'est pas vraiment de recontextualiser, mais plutôt de sortir du contexte. La vidéo fait 45 minutes. Je vous invite évidemment à la regarder dans son intégralité si ça vous intéresse de votre côté pour vous faire une opinion des passages que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Si vous avez rien suivi à l'histoire, je vous invite à regarder Coleman accusé d'avoir tiré les pimpons son ex et Coleman aurait smash sa petite amie actuelle qui devient sa nouvelle ex. Et Macla et Carlito demandent l'avis de Coleman sur ce genre d'histoire pour avoir le début de l'affaire. Et là, on arrive 2 semaines après, à peu près, un peu plus de 2 semaines, avec le droit de réponse de Coleman. Il commence directement par un trigger warning, ce qui est tout à fait normal. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus dure à faire de toute l'histoire de ma chaîne. Cette vidéo va parler de sujets très lourds, comme le viol, la violence conjugale ou encore le suicide, donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, vous pouvez la quitter tant qu'il en est encore temps. Des accusations très graves à mon égard ont été publiées le 9 et 10 janvier 2022, et aujourd'hui je fais cette vidéo pour y répondre. Ça va parler en détail de ma vie sentimentale et sexuelle, et si vous n'êtes pas au courant de l'affaire, il y aura tout le contexte nécessaire dans cette vidéo. Alors, première chose, Coleman, je l'ai jamais vu en vrai. J'ai vu des photos à gauche à droite. C'est vraiment ses cheveux, enfin, c'est vraiment sa coupe de cheveux ou le standard ou il l'a fait juste pour cette vidéo. C'est super bizarre. En fait, on a l'impression que c'est un compas et qu'il a réussi à tracer un cercle parfait. Est-ce que ça se dévisse et c'est vide à l'intérieur et tu le revises comme un Playmobil? C'est super bizarre comme coupe de cheveux, c'est la première fois que je vois cette coupe de cheveux, je suis un peu interloqué. À 1 minute 20, il explique pourquoi il a mis autant de temps à répondre. Alors, il a recontextualisé aussi, souvenez-vous, il y a S qui est son ex, quand il va parler de son ex, il va dire S, il y a Matteo, la personne qui a fait le trade de dénonciation, et son ex, sa nouvelle ex du coup, Eva Ackerman. Il y a 1 minute 20, il dit ceci. Eva Ackerman, Futi ou encore Futicraft, qui a sorti son témoignage à elle suite au trade de Matteo et de notre séparation. Alors c'est super bizarre, il fait des fade-out. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu des fade-out comme ça, adoucis, des coupures adoucies dans un montage vidéo. Sa vidéo, elle est montée, c'est ça aussi qui est à noter, la vidéo, elle est montée avec des pauses, des arrêts sur image, des inserts. C'est pas une vidéo réponse en mode brut de décoffrage, je te livre ce que j'ai sur le cœur. Elle est travaillée. La première question qu'on va me poser, c'est pourquoi j'ai mis autant de temps à répondre. Premièrement, j'ai déjà sorti une première réponse le jour où tout ce bordel a éclaté. Sauf que tout le monde m'est tombé dessus et personne n'a écouté ce que j'avais à dire. Alors moi, du coup, j'en ai fait une vidéo sur sa réponse à ce moment-là. Vous pouvez la retrouver dans la description et dans les fiches. À la minute où mon témoignage est sorti, j'avais plus de citations d'insultes que de RT. Ma réponse faisait 6 pages, donc c'était évident que personne ne l'avait lu. Des gens se sont aussi mis à partager mon adresse en réponse, ont déterré des anciens tweets pour se foutre de ma gueule. Et enfin Eva, avec qui j'étais encore en couple à ce moment, ainsi que d'autres personnes hors de l'affaire que j'ai citées dans ma réponse, m'ont forcé à supprimer ou modifier plusieurs passages. Au bout de la 3e modification, je me suis juste dit que ça servait à rien, et j'ai préféré désactiver mon compte entièrement pour me préserver de tout ça. Deuxièmement, j'ai pris du temps juste pour me remettre de tout ce qui m'est arrivé. Les premiers jours, j'étais dans un état de choc profond. J'avais perdu tous mes amis, mon taf et la meuf que j'aimais en moins de 24 heures. J'étais littéralement cloué au lit, j'alternais entre manger un repas par jour et manger jusqu'à me faire vomir. Je faisais des crises d'angoisse, bref, j'ai jamais été aussi mal mentalement de toute ma vie.
En même temps, il a traversé un sacré déluge. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un streamer relativement assez connu, qui a fait le Z-Event, qui a fait pas mal de choses. C'est un streamer. Moi, les bulles de streamer, je les connais relativement mal, les youtubeurs à peu près. Mais les bulles de streamer, récemment, j'ai découvert Chap, dans l'affaire Sardoche. Je joue à 300 000 followers sur Twitter, j'ai jamais entendu parler de lui. C'est toujours bizarre quand tu vois des gens hyper célèbres, mais que t'as pas spécialement entendu parler, parce qu'ils sont dans d'autres bulles. Et ce que je voulais dire par là, c'est que il est célèbre, il est ultra célèbre parmi les influenceurs streamers, et ça peut expliquer aussi la débâcle et la tétrachier d'insultes qui s'est mangé sur la gueule. On voit déjà sa chaîne YouTube, il a perdu presque 10 000 abonnés, vous voyez les stats juste derrière, il a perdu presque 10 000 abonnés à peu près. Et au niveau des pouces, on est sur une Thanos, quoi. On a 9 000 pouces bleus pour 8 000 pouces rouges. Et le truc, c'est que tu dis, bon, il va prendre en considération les accusations, il va assumer son comportement. Non, il nie tout en bloc. Et là, tu dis, waouh, pas mal, pas mal. Il a les baloches. Et il dit ça comme ça. La vidéo que vous allez voir va surtout se concentrer sur le cas d'Eva. J'ai déjà sorti une première réponse à l'affaire et j'ai pas grand chose à ajouter sur le cas de S. Donc si vous voulez une réponse détaillée à cette affaire-là, je vous mettrai un lien dans la description et vous pourrez aller la lire. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai dit sans la lire, je vais faire court, je nie en bloc. Elle m'accuse de lui avoir fait du chantage pour qu'elle couche avec moi, c'est faux. Elle m'accuse de lui avoir dit que son viol m'excitait, c'est faux. Et au passage, Mathéo m'accuse de vouloir la faire passer pour une folle, ce n'est pas mon objectif. Le truc, c'est que S est effectivement une fille instable. Ça a posé de multiples problèmes pendant que j'étais avec elle, j'ai essayé de la quitter à plusieurs reprises. Donc là, il nous demande de faire pause pour lire. Il aurait pu le dire, tout simplement. Elle utilisait d'ailleurs souvent ses problèmes mentaux, crise d'angoisse, anorexie, mutilation, ça lui arrivait de se gratter jusqu'au sang, pour me faire revenir dans sa vie. Elle m'avait aussi dit avoir fait des tentatives de suicide par le passé, j'étais donc terrorisé de couper le contact définitivement et qu'elle en fasse une par ma faute. Et quand j'ai pris la décision de la quitter définitivement, j'ai subi un harcèlement de sa part pendant plusieurs mois. Appel en masqué régulier, elle citait régulièrement mes tweets en bien comme en mal, continue à m'envoyer des messages jusqu'à 9 mois après notre séparation. Ça me rappelle vraiment l'affaire du bouseux avec... je sais plus comment elle s'appelle. Donc forcément, si je dois vous raconter comment ça s'est passé avec elle, je vais devoir citer le fait qu'elle est instable. Si vous voulez tout savoir, avant qu'il y ait l'affaire avec Eva, même Mathéo était d'accord pour dire que c'était une fille instable et n'accordait aucun crédit à son témoignage. J'aime bien, ça fait presque des coupures à la Star Wars. Ce qui me fait peur avec cette vidéo, c'est que je vais tellement rentrer dans les détails et ma version va tellement différer de celle d'Eva et du portrait de sale violeur qu'on essaie de me dépeindre, que j'ai peur qu'on me traite de menteur. Surtout que concrètement, c'est du parole contre parole. Ça va être du parole contre parole, ça on est totalement d'accord là-dessus. À 4,25, il dit ceci pour rajouter. Vécu, vous citez des citations exactes sorties par Eva durant ces moments-là, et j'espère que j'arriverai à vous convaincre de mon innocence. Je croyais qu'Eva et moi étions relativement... Voilà, c'est ça qui est assez intéressant de voir, c'est que pour lui, il est totalement innocent. Ce sont des accusations fallacieuses et hautement exagérées. Il est innocent. 4,50, c'est très pertinent. Je vous expliquerai plus en détail pourquoi je suis seulement en train d'y réfléchir. Cependant, je le répète, c'est pas parce que ma version va rentrer directement en contradiction avec la sienne que je veux que vous alliez l'harceler ou la mentionner en mon nom. À l'heure actuelle, je suis probablement la personne qui sait le mieux ce que ça fait de se faire harceler sur internet, et je souhaite à absolument personne de vivre ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Je tiens juste à dire ma vérité, essayer de laver mon nom, bref, vous faire comprendre que je suis pas le monstre qu'on essaie de dépeindre. Pour ce qui est d'Eva, de Mathéo ou encore de S, si ça doit se régler, ça sera devant la justice, pas sur internet. Et là, en fait, il enchaîne directement sur sa sortie avec Eva. Parlons maintenant d'Eva. Je suis sorti avec Eva Ackerman ou Futi, comme vous préférez. Ça doit sûrement être un choc pour beaucoup d'entre vous, notamment ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, donc on va commencer avec un peu de contexte. Pour ceux qui ne le savent pas, de base Eva et moi étions en embrouille, à cause d'une affaire d'accusation de triche qui remonte à 2016. On est resté en mauvais termes jusqu'en juillet 2022, quand j'ai demandé à un ami qu'on avait en commun qu'elle me débloque sur Twitter. Le courant est très bien passé entre nous et on est très rapidement devenus meilleurs amis. On était même plus que meilleurs amis, on n'avait aucun secret pour l'autre, on pouvait passer des heures tous les deux à rien faire. C'est une relation platonique mais super fusionnelle. Le jeudi 30 septembre, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé.
On s'était mis d'accord pour s'appeler vers 1h du matin à la fin d'un de mes lives sur Twitch. Ce soir-là, elle m'a appelé complètement bourré et a commencé à faire des allusions au fait qu'elle m'aimait et qu'elle voulait que je vienne chez elle. J'étais sur le cul, très étonné, parce que je pensais pas qu'il se passerait quoi que ce soit entre nous. Et on pourrait en faire une série de Netflix. Donc, ils se détestaient. Deuxième acte, ils se rabibochent, ça devient les meilleurs amis. Un peu plus loin, il explique, mais ça sert à rien de le laisser parler. Il explique que, il avait compris que c'était juste sa meilleure amie et qu'il se passerait jamais rien au-delà de ça, qu'il avait fait une croix dessus. Et là, il était sur le cul, qu'elle lui offre une porte de sortie et qu'il sorte de la friend zone, la fameuse friend zone. Donc, forcément, il était un peu sur le cul. Et il rajoute ceci, du coup. Dont moi. Du coup, je lui ai dit, ouais, je vais devoir monter à Paris. Est-ce que ça te dirait que je passe quelques jours chez toi, puis que je décale à la capitale dès dimanche matin? Elle était totalement pour, je prends mes billets. On planifie notre séjour, et elle voulait très fort aller au bar avec moi et ses potes le soir où j'arrivais, pour se bourrer la gueule. En plus, ce jeudi-là, il y avait le match France-Belgique. Même pendant le drama de Coleman, il en profite pour rappeler que la Belgique a toujours le seum. Ça me fait rire. Donc, ils vont se voir, et là, c'est extrêmement bizarre. Ça fait... Enfin, même dans un manga, dans un shonen, tu vois pas ça. Il explique comment... Alors, donc, pour résumer, ils se connaissent depuis plusieurs années, ils se détestaient, c'est devenu les meilleurs amis, finalement, elle lui avoue ses sentiments, finalement, lui aussi lui avoue ses sentiments, finalement, ils vont se voir. Ils se connaissent ultra par cœur, puisqu'ils n'arrêtaient pas de communiquer, mais là, ils vont se voir pour de vrai, dans la vraie vie, en vrai. Et la manière dont ça se passe, c'est ouf. Je veux dire, c'est dans un film, tu te dirais, non, c'est trop gros, bah oui, c'est un film, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ouais, non. Leur rencontre, elle est dingue. Écoute ça. Moi, Eva. Bref, j'étais très hésitant. Dites-vous qu'avant de la rencontrer, la seule photo d'elle que j'ai vue, c'était avec un filtre qui cachait quasiment tout son visage. Donc j'étais même pas sûr de ce à quoi elle ressemblait. À la base, je voulais pas confesser mes sentiments avant de l'avoir vue. Mais plus le temps passait, et plus je commençais à ressentir de vraies choses pour elle. La veille de mon départ, elle m'envoie un message pour me dire « j'ai peur ». C'était quelque chose d'assez récurrent, elle avait par exemple peur que je... Et là, il rajoute, parce que quand il dit j'avais pas envie de mettre mes sentiments parce que je l'avais jamais vu, tu te dis, mais ouais, en fait, tu voulais essayer de juste te rassurer, savoir si c'était pas trop moche ou si c'était faisable. Et en fait, il pré-shot, il 3-6 la question. Pour ceux qui me diraient pourquoi tu te doutais de son amour, s'il avait peur que tu la trouves moche, c'est Eva MDR. Elle a peur de tout et surtout de se montrer. Enfin maintenant, ça s'arrange vu qu'elle compte potentiellement se montrer sur Twitch et je pense que c'est en partie grâce à moi, car ça aurait été impensable à une époque. C'est grâce à lui si Eva maintenant a assez de puissance et de courage pour se montrer sur Twitch. Il a lancé sa carrière. C'est beau. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Donc je disais, comment ils se sont rencontrés. C'est un peu long, mais bordel de merde, ça vaut le détour. Ouvrez vos esgourdes. Transport, mais j'arrive enfin dans la ville d'Eva. Elle était en retard et m'a fait poireauter 40 minutes dans le froid, mais au bout d'un moment, je reçois un message qui me dit « derrière toi ». Je me mets à tourner sur moi-même, et au bout de 3-4 tours, je vois enfin une fille à genre une 50aine de mètres qui me fait des signes de la main. C'était Eva. Quand je venais d'arriver, Eva était terrorisée par ma simple présence. Quand je l'ai approchée, elle se cachait comme ça derrière son téléphone pour pas que je voie son visage. Alors il le répète plusieurs fois dans la vidéo, il fait 2 mètres pour 138 kilos. Donc ça claque. C'est un bon Golgoth quoi. Même moi qui fais 1m88, c'est grand. Hein. C'est grand. Oh salut. Elle refusait absolument que je la regarde, au point de me faire marcher devant elle, alors que je connaissais pas le chemin vers sa maison. Je l'ai jamais vue aussi stressée que durant les premières minutes de notre rencontre. Et moi déjà tu dis, mais pourquoi ils sont stressés puisqu'ils se connaissent par cœur, ils ont parlé pendant des heures, c'est les meilleurs amis. Et je tiens à ajouter que moi non plus j'étais pas super à l'aise, déjà que j'avais le stress de la rencontrer pour la première fois, son état complètement affolé aidait pas à me mettre en confiance. La mentalité que j'ai adoptée était simple, on la laisse faire, j'initie rien, en tout cas le temps qu'elle se calme. Elle essayait de faire la conversation, mais concrètement on se connaissait déjà par cœur, donc on pouvait même pas tuer la gêne en se posant des questions. Pour moi... Comment tu peux connaître quelqu'un par cœur et avoir de la gêne en même temps? Il y a un truc que je comprends pas. Rassurée, elle me disait t'inquiète pas, c'est que le début, quand je vais boire ça ira beaucoup mieux. Personnellement je me contentais juste de marcher et d'apprécier l'instant présent.
On marche main dans la main pendant une quinzaine de minutes, quand au bout d'un moment, elle me dit « c'est ma rue ». C'est à ce moment-là qu'elle s'arrête et me tend ses lèvres pour que je l'embrasse. J'étais content, et surtout j'espérais que ce baiser l'aiderait à la mettre en confiance. Pas du tout. Elle a continué à me faire marcher devant, et était toujours morte de stress lorsqu'on est arrivé chez elle. C'est compliqué, hein. C'est vraiment un shonen, hein. On a toute la saison d'un manga en l'espace de une marche de un quart d'heure. C'est super bizarre. Ça, c'est super bizarre. Et comment ça, pas du tout? Bref. Écoutez la suite. Je m'assieds sur son lit, elle s'assied à côté, et elle me demande « on fait quoi ?» Le match était dans pas très longtemps, du coup je sors ma bouteille comme prévu, et elle s'exclame « oh oui, c'est une super idée ça !» Je sors ma bouteille d'alcool, Eva sort le jus d'orange et 2 verres. Je verse d'abord mon verre, forcément je dose très fort, et derrière je sers Eva, qui me laisse aussi doser son verre assez fort, le finit et en prend un autre. Au bout d'un moment, je commençais même moi à m'alarmer. En mode, tu sais qu'on a le temps, tu vas aussi pouvoir boire au bar. Mais elle voulait continuer à boire, et vu qu'elle arrivait enfin à se détendre et à être plus souriante, alors je l'ai laissé faire. Dans tous les cas, c'était prévu qu'on finisse torché à la fin de la soirée. Au bout de genre 2 verres et demi, la gêne d'Eva commence vraiment à se dissiper. Pour vous dire à quel point elle s'est dissipée, elle s'est levée de sa chaise et s'est littéralement jetée sur moi. Genre elle a sauté sur mes genoux. Sauf que le problème c'est que je fais 2 mètres pour 135 kg et les chaises d'Eva sont pas très solides, donc du coup la chaise s'est littéralement pliée sous notre poids. Du coup vu que j'ai plus de chaise, je me pose sur son lit, elle me rejoint et on commence à s'embrasser. Je le répète. C'est pareil, hein. Ils sont hyper timides, ils marchent l'un devant l'autre, ils se tiennent la main, ils se roulent une petite péloche, ils se retimident, et d'un coup, au bout de 2 verres, YOLO! Les jeunes, je vous comprends pas. Des fois. Enfin, les jeunes. Il y a des vieux hein, qui sont comme ça aussi. Il y a un truc qui va pas. Mais c'est pas tout, hein. Évidemment que c'est pas tout. Oh là là, c'est pas tout. Là, c'est juste le préambule. Répète, elle me rejoint. C'est pas moi qui l'ai attirée ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle est devenue très 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 affectueuse et avenante sous l'effet de l'alcool. Du coup voilà, on s'embrasse, on se câline, et je sens que la température commence à monter. Problème, à l'heure actuelle, il y a ses potes au bar qui nous attendent pour France-Belgique. Je savais que peu importe ce qu'on allait faire dans cet appartement, on avait jusqu'à dimanche pour le faire. Alors que France-Belgique c'était maintenant, et passer à côté ça me faisait un peu chier, et je supposais qu'Eva aussi. Donc je lui demande, t'es sûr que tu veux continuer? On doit aller au bar. N'empêche, c'est bien un mec. Hein. Coucher avec une nana, voir un match de foot. J'essaie de détendre un peu l'atmosphère, même s'il n'y a vraiment pas notion de détendre l'atmosphère. Mais bordel de merde, c'est... En fait, c'est tellement cliché, ce genre de plan cul post-pré-ado ou post-ado. Pourquoi il explique tout ça, au final? Pourquoi il explique tout ça? Et ça va plus loin encore. Et ça va même trop loin. Et... En fait, il raconte tout ça avec une désinvolture et un détachement et une froideur qui est assez ouf. Elle me dit qu'on a le temps, je réponds d'accord, et on continue nos affaires. Si elle était mal à l'aise ou pas consentante, elle aurait pu mettre fin à tout ce qu'on faisait dès cet instant. Au bout d'un moment, je lui demande si elle veut qu'on se déshabille. Ça doit vous paraître complètement fou parce que dans son thread, c'est très vague, et elle dit juste que je l'ai déshabillée. Mais ce que vous oubliez peut-être, c'est que je suis pas chez moi, et moi aussi j'avais le stress. Je vous assure que me mettre à poil devant une fille pour la première fois, ça me met pas à l'aise non plus. On est d'accord, hein, la première fois, t'es vraiment pas à l'aise. Hein, c'est clair, personne n'est à l'aise, c'est la première fois que tu fais ça devant une nana. Après, quand t'as l'habitude, même devant un inconnu, devant un inconnu, genre une famille qui passe, ou t'es dans un appartement avec des copains, et que tu sors de la douche, et que bah voilà, t'es tout nu, quelqu'un te regarde, t'es pas genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, t'es là, tu fais l'hélicoptère avec la bite, et il est mort de rire, et puis basta, on va s'habiller. Mais la première fois, c'est clair que ça a son petit effet. Écoutez la suite. Et je me serais jamais déshabillé sans autorisation parce que je serais mort de honte si elle m'avait demandé de me rhabiller. Et Eva qui dit je me suis retrouvé nu sans même que je puisse comprendre, elle m'a littéralement aidé à dégrafer son soutien-gorge. Eva est littéralement la deuxième. Vous noterez qu'il s'est pas dégrafé d'un soutien-gorge du coup. Tu t'entraînes hein, dès le plus jeune âge, tu t'entraînes, même tu te bandes les yeux. Meuf avec qui je fais quoi que ce soit de sexuel. Dégrafer un soutif c'est vraiment pas dans mes veines, en plus on est... J'aime bien ce qu'il écrit là aussi. Ça change évidemment rien au fait qu'elle peut dire non à tout moment par la suite, mais c'est juste pour vous indiquer qu'à la base, c'était clair et net dans ma tête qu'elle voulait qu'on couche ensemble. C'est très important, ce contexte et cette mise en situation, on va dire, et ce contexte est très important par rapport à la suite de son récit.
C'est pour ça que c'est un peu long, on prend le temps, mais il faut vraiment avoir une bonne construction et bien cadrer sa version des faits, sa version de l'histoire, par rapport à ce qu'il va dire après, en fait. Elle était dans le noir, je vous assure que j'aurais jamais réussi si elle s'était pas laissée faire. Une fois déshabillée, on se remet à s'embrasser. C'est à ce moment-là que ma main commence à glisser vers ses parties intimes, et du coup je commence à la caresser pendant qu'on s'embrasse. Elle me dit « Attends, t'es sûr que tu veux faire ça ?» Je lui dis « Est-ce que toi t'en as envie ?» Et elle me laisse faire. Ça dure quelques minutes, de mon point de vue j'ai vraiment pas l'impression qu'Eva est mal à l'aise. Enfin si, elle est mal à l'aise comme elle était mal à l'aise habillée. Mais j'avais absolument pas l'impression que ce que je faisais la dérangeait. Bon, elle était mal à l'aise, mais ça la dérangeait pas. L'équation de tout. Hein. Fini par me mettre en position pour faire du sexe oral. Et c'est à ce moment. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ce petit moment d'humour avec un petit cut zoomé et faire du sexe oral? Oh, cette dissonance entre ce qu'il raconte, le serious business de ce qu'il raconte et la légèreté et la froideur dont il le raconte, elle est folle. À ce moment-là qu'elle me fait attends, t'es sûr que tu veux faire ça? J'ai eu mes règles il y a pas très longtemps, en plus je suis pas super bien rasé, nanana. Et c'est là qu'a été mon erreur. Mon erreur en fait, et c'est un truc que j'ai compris qu'une fois qu'Eva m'a expliqué comment elle a vécu ses premiers soirs, c'est que les moments où elle est en mode attends, insérez excuse, c'est sa façon de me dire non. Le problème c'est que si elle me dit d'attendre à cause d'une. Et donc là, il rajoute, souligner que dans son témoignage, elle dit qu'elle me répétait sans cesse d'attendre, mais qu'à aucun moment elle mentionne m'avoir dit non et que je ne respecte pas sa décision. Mais là, Coleman, il est en mode l'amour est dans le pré. Hein. Je veux faire l'amour, bordel! Excuse bidon, ben je vais juste lui dire que son excuse, je m'en fous. Qu'elle soit mal rasée ou qu'elle ait eu ses règles il y a pas très longtemps, je m'en fiche. Et du coup, quand je lui expliquais que son excuse, je m'en fichais, elle finissait par me laisser faire. Alors ça, c'est pareil, hein, les filles, vous sentez jamais gêné là-dessus, on s'en fout. Que ça soit post-règles, pendant les règles, après les règles, mal rasé, rasé. Si on peut y aller, on y va. Et pour ce qui est du témoignage d'Eva, qui dit qu'elle se serait même débattue, c'est un sujet dont on a déjà parlé elle et moi, et je lui ai toujours dit que j'en ai... Ça, c'est très intéressant. À l'époque, je lui accordais le bénéfice du doute car j'avais aussi bu et je me disais que j'avais peut-être pas remarqué à cause de l'alcool. Mais avec le recul, j'étais clairement suffisamment lucide pour remarquer si elle essayait de me repousser, c'est sûrement elle qui devait paniquer et ses souvenirs s'embrouillaient car elle était clairement plus bourrée que moi. Alors qu'ils ont toujours rien fait. Aucun souvenir. On faisait même pas l'amour à ce moment-là. C'était les préliminaires. Mon but, c'est de la mettre en confiance et à l'aise pour la suite. Donc ça aurait aucun sens que je le fasse alors qu'elle serait soi-disant en train de se... Et là, il rajoute, De plus, si j'étais conscient qu'elle n'était pas consentante, mais que je m'en fichais, pourquoi me serais-je arrêté au moment de coucher ensemble? Si j'étais conscient qu'elle n'était pas consentante, mais que je m'en fichais, bah tu le dis toi-même il y a pas longtemps qu'elle était mal à l'aise, mais bon. Se débattre au point de se taper la tête contre le mur. Mais bref, du coup elle me laisse faire ce que j'ai à faire, et sans vous mentir, je croyais que je me débrouillais super bien. Dans son thread, elle dit quand il m'a demandé si j'avais des souvenirs de ce fameux soir, je lui ai dit sans aucune hésitation non, je ne me souviens de rien, j'oublie tout avec l'alcool. Il n'a pas insisté. Vous voulez savoir pourquoi c'est faux? Parce que je ne lui ai pas demandé si elle se souvenait de ce qu'il s'est passé. Ce qu'il s'est précisément passé, c'est que je me suis vanté devant elle de lui avoir fait crier mon nom la veille. Et là, ça me rappelle l'affaire du bouseux. Il est en plein bordel d'accusations abominables, des accusations dont il a assumé, dont il a validé la plupart des choses, mais dans tout le bordel, il a quand même réussi à placer le fait qu'il arrive à donner 5 orgasmes à une nana, quand même. Tu sais, parce que, lui on l'appelle change de trou, ça fume, quoi. Tu vois, c'est... Et Coleman, bah c'est pareil, peu importe les accusations, le truc c'est que quand même... Il s'est bien démerdé, il était plutôt bon. Et donc il rajoute, oui, on est d'accord que c'est extrêmement glauque si elle disait ça pour me faire arrêter, le fait de crier son nom. Mais à ce moment-là, j'étais persuadé que c'était des cris de plaisir. Alors, normalement, on est censé arriver à différencier les deux. Donc, comme on n'a pas l'audio, on peut pas savoir. Encore aujourd'hui, je vois pas la différence entre quand elle criait mon nom ce soir et quand elle criait les autres fois que tout se passait bien. Et elle m'a Alors quand tout se passe bien, elle crie. répondu en rigolant « Ah, je m'en souviens pas, donc ça compte pas ».
Et du coup, comme un énorme bouffon, c'est extrêmement honteux de repenser à ça avec le recul. Mais du coup, je lui ai expliqué ce qu'il s'était passé la veille et je me suis vanté de ouf. Je lui ai lâché des trucs genre « Oh, moi qui pensais avoir peur d'être nul ». Je sais que ça paraît extrêmement difficile à croire, surtout que le témoignage d'Eva ne ramène aucune trace de ces interactions. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'aurais pas pu inventer une interaction pareille. Revenons à nos moutons. Au bout d'un moment, je lui demande si elle veut passer à la vitesse supérieure. Il faudrait peut-être déjà qu'il enlève ce qu'il a sur la tête. Qu'on couche ensemble. Dans son thread, elle dit que j'ai essayé de la pénétrer. Je sais pas si vous réalisez, mais je viens de rencontrer cette fille il y a moins de 2 heures. Vous pensez réellement que je vais essayer de la pénétrer? Bah, tu l'as rencontré il y a moins de 2 heures, t'es déjà en train de la chouiller au bout d'un moment. Et attends, la suite, oulala. Le premier soir, sans lui demander son avis, et sans capote. Surtout que pour le coup, c'est un sujet dont on a parlé tous les deux. Le jour où Mathéo a sorti son thread, j'ai demandé à Eva, mais en plus il me traite de violeur, alors qu'à aucun moment j'ai essayé de te pénétrer de force. Et elle m'a répondu, oui c'est vrai. Mais après m'avoir quitté, on n'est même plus d'accord sur cette partie de l'histoire. Enfin bref, du coup je lui demande si elle veut qu'on le fasse. Et elle me répond, quoi, non, mais attends, t'es même pas protégé. Du coup je m'approche de mon sac, je lui sors une capote, et je lui dis... J'adore comment il dit ça, parce que, alors, c'est mon interprétation personnelle, et vous me validerez dans les commentaires, mais t'as fait, mais non, mais on peut pas le faire, t'as pas de capote. Tu sais, du genre, la nana, elle dit, oh, bah, c'est bon, il a pas de capote, on va pouvoir le faire. Il lui fait, hé hé, j'ai prévu, là là là. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'il a sorti ça comme ça, en mode Yu-Gi-Oh! Il dit, bah évidemment qu'on va pas le faire sans. Son trait dit, je cite, il revient à la charge une deuxième fois, étant protégé. Ce qui sous-entend que j'ai encore une fois essayé de la pénétrer, cette fois-ci avec une capote. On va faire très simple, je suis quelqu'un chez qui la capote a tendance à couper les érections. Alors moi c'est pareil, il y a beaucoup de monde, hein, et ça on n'en parle pas, on est tous un peu claustrophobes de la bite. Quand il faut mettre une capote, ça fait drapeau. J'ai jamais pu mettre une capote. Du coup j'ai jamais fait Pourquoi je vous parle de ça? J'ai jamais fait l'amour avec une capote, on va terminer là-dessus. Ils disent, ouais, mais comment t'as fait? Bah tout simplement parce que je suis resté avec des nanas, et avec celles avec qui j'ai fait des trucs, c'était des relations très longue durée, et on se faisait tester avant, et basta. C'est tout. Voilà. Mais du coup, j'ai essayé la capote. J'ai même réessayé maintenant, là, juste pour le fun, et non. Faudrait que je lui parle, mais c'est compliqué. Faut qu'on aille... Pourquoi je vous parle de tout ça? Un de ces quatre, je vous parlerai plus en détail, peut-être. Mais là, on va revenir à nos moutons. Ou à ses cheveux. 16,45. 16,45, il rajoute ça. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Notez comment à chaque fois elle se sent obligée de sortir une excuse en me disant d'attendre alors qu'elle avait très bien pu juste me dire non. Un non ferme. Et il rajoute ceci. T'es sûr? Et quand elle m'a dit que oui, je lui ai dit t'as raison, de toute façon on n'est pas pressé. On s'est rhabillé et je me suis posé à côté d'elle. Une fois rhabillée, Eva s'est mise à instantanément culpabiliser. Elle s'est mise à me demander tu me détestes? L'une de ses phrases préférées. Et des trucs genre ouais, t'aurais préféré qu'on le fasse maintenant? Je lui ai répondu que non, que de toute façon je pensais même pas l'embrasser le premier soir, et que j'étais déjà très content. Mais ça c'est pareil, donc il pensait que non, mais ils sont quand même partis dans de la léchouille, et il a sorti des capotes et tout, mais finalement non, il pensait même pas l'embrasser, mais il avait déjà prévu la boîte de 12 dans son sac. À la base, j'avais suggéré qu'on passe un séjour comme des potes. Si on s'était juste bourré la gueule au bar, maté des séries et éclaté à la fête foraine, j'aurais été pleinement satisfait de mon passage. Elle s'est imposée une pression toute seule. Donc c'est la faute de la nana. Qu'on soit allé jusque-là. Après qu'on soit arrêté, je lui ai d'ailleurs encore une fois proposé d'aller au bar. Elle a refusé. On s'est câliné. Je me souviens plus si elle a commandé à manger ou si on n'a rien graillé du tout. Et on a fini par s'endormir vers 1h du matin. Voici comment s'est passé mon premier soir avec Eva. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment ressenti rien de bizarre de mon côté. Et là, j'ai vrillé une testicule. Il y a une testicule, elle a fait... Rien de bizarre! Avec une journée pareille, entre la sortie du train et tout ce qui s'est passé, ouais, non. Franchement... Habituel. Quoi? mais non! Tout est bizarre, là, dans ce truc. Tout est bizarre. À 17h40, il rajoute ceci. Je landais sur mon téléphone. Et quand elle est rentrée, elle était relativement souriante et de bonne humeur, bien qu'elle avait toujours mal au ventre. Elle dit dans son thread « Je refusais toutes ses propositions sexuelles. » C'est faux. Il n'y a aucun moment où elle ne m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'on couche ensemble. À la place, elle me disait qu'elle avait mal au ventre.
Donc dans ma tête, le problème, c'était pas qu'elle avait pas envie qu'on couche, mais juste qu'elle se sentait trop mal pour le faire. Encore une fois, on y revient, Eva est incapable de me dire non. Le soir, on est allé à la fête. Incapable de lui dire non. En gros, il est en train de dire qu'elle a peut-être un grain au cerveau et qu'elle n'arrive pas à lui dire non parce qu'il a trop de charme. Alors, j'en étais où? Ah oui, plus le manège. Donc ils vont à la fête foraine. Foraine avec un pote à elle. Pour ceux qui me diraient « Attends, la fête foraine alors qu'elle a mal au ventre », elle a justement assez vite arrêté de faire des manèges avec nous, car elle se sentait trop mal. Puis ensuite au bar... C'est quoi l'avantage de faire ce freeze frame et de rajouter cette explication ou cette excuse? Le récit, je sais pas où il veut en venir au final. En fait, on a l'impression qu'il cherche à se dédouaner d'absolument tout jusqu'à rajouter des surcouches totalement inutiles. Mais tout ça, c'est par rapport à après. Tout ça, c'est toujours par rapport à après. On est toujours dans la construction. On arrive un peu dans le ventre mou, mais on arrive dans le troisième acte doucement. À 19-10, on avance un peu. À 19-10, il dit ceci. C'est assez intéressant. Elle devait aussi bosser le samedi, et c'est justement la raison pour laquelle j'ai pu rester le week-end. Vu que les semaines où elle a pas cours à ce moment-là, elle doit rentrer chez ses parents. Au passage, Eva n'est vraiment pas une fille du matin. Même quand ça allait bien entre nous, ça lui arrivait très régulièrement d'être d'humeur massacrante ou de pleurer dès le réveil. Vu à quel point elle pleurait ou stressait régulièrement, comprenez qu'au bout d'un moment, c'est normal que je sois moins réactif à sa détresse. Ouais, ça va, elle déprime tout le temps, elle chiale tous les matins. C'est bon, une fois de plus, une fois de moins. Mais retenez cette phrase pour après. Retenez vraiment cette phrase pour après. Il faut vraiment la retenir pour après. Je tiens juste à vous poser une simple question. Est-ce que vous pensez vraiment que je suis insensible au point de regarder ma copine, et au passage ma meilleure amie, pleurer devant moi sans rien faire? À ce stade en plus, j'ai absolument aucune idée de pourquoi elle pleure. J'ai zéro raison d'ignorer. Vous pensez réellement que je suis une merde au point d'ignorer une femme qui pleure dans mon lit sans aucune raison? Bref... stop, quand je te dis... Mais tu viens pas juste de le dire. Tu as bien juste de le dire que ouais, bah de toute façon elle pleure tout le temps, alors une fois de plus, une fois de moins, j'y prête plus vraiment attention. Tu viens juste de le dire. Comment dans la même phrase, à une virgule près, t'arrives à être aussi antinomique? C'est ouf. Et ça reparle de cul. Je proposais à Eva de sortir pour par exemple aller à la fête foraine. Elle refusait. Proposait de regarder des trucs, faire des choses ensemble. La seule chose qu'elle a acceptée, c'était de mater Game of Thrones, sa série préférée que je refusais de regarder jusqu'à maintenant. Elle aimait beaucoup qu'on parle, s'embrasse ou se câline, mais brandissait le drapeau j'ai mal au ventre à chaque fois que je suggérais de passer à l'étape supérieure. Et quand je lui disais mais tu sais le sexe, ça se limite vraiment pas à la pénétration, elle me disait ouais mais ça fait longtemps que j'ai rien fait, j'ai tout oublié, je dois être vraiment trop nul. Pour info, Eva étant ma meilleure amie, donc ma confidente, était au courant d'à peu près toutes mes relations. Elle savait que ma vie sexuelle avec S était misérable, et elle savait aussi que j'étais capable de bloquer une meuf du jour au lendemain si je sentais que ça allait pas le faire. Donc l'une de ses plus grandes peurs, c'était que ça se passe mal entre nous et que je la bloque à mon retour sur Marseille. Je faisais de mon mieux pour la rassurer, en lui disant que jamais je la bloquerais, et au passage lui signalais qu'elle risquait pas de s'améliorer si elle essayait jamais rien par peur d'être mauvaise. Je lui demandais aussi si elle avait envie, et que c'était très différent si le problème venait de là, et elle me disait bien évidemment que j'en ai envie, c'est juste que j'ai peur, laisse-moi du temps. Avec le recul, je sais pas si cette réponse était sincère ou si elle me mentait par crainte que je le prenne mal. Mais à ce moment-là, je me disais juste, bon, va falloir la mettre en confiance, mais au moins on en a envie tous les deux, donc c'est cool. On va avancer jusqu'à samedi soir. T'as l'impression qu'il est en train de dresser un poney. Oh, 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 oh. Attention, il faut d'abord la mettre un peu en confiance. Tu caresses dans le sens du poil. C'est ouf, c'est ouf. Il raconte ça d'une légèreté hallucinante. Il se rend même pas compte de la violence du truc. Et on arrive aux fameuses couilles bleues. Et c'est probablement le moment où j'ai effectivement merdé et j'aurais dû m'y prendre autrement. Cependant, la façon dont ça s'est vraiment déroulé est très différente de comment c'est décrit dans le trait d'Eva. À ce moment-là, j'étais vraiment excité. Ça faisait 3 jours que j'étais avec une meuf qui me plaît, mais j'avais eu aucune action en bas. Au point que parfois, j'avais littéralement les couilles bleues. En gros, une douleur au testicule qui survient quand t'es excité, mais que tu fais rien. T'étais pas obligé de l'expliquer, on a compris l'image. On a vraiment compris l'image des couilles bleues. Hein. Et là, attention, je rigole parce que
soit je préfère en rire et tourner un tout petit peu ça en dérision, ça me déride un peu l'anus, et ça permet de pas s'énerver que la vidéo parte dans tous les sens. Mais, écoutez la suite. Alors forcément, et ça mérite, on peut dédouaner un peu Coleman là-dessus. Un mec qui est comme ça, là, depuis 3 jours, qui a les couilles bleues, qui est gonflé comme une montgolfière en bas, qui a plus rien, toute l'irrigation, elle est en bas, là. Quand tu sens ton cœur battre là-dedans, je peux te dire que t'as du mal à réfléchir et à avoir du recul et à prendre sur toi. Donc, il faut aussi se mettre dans la position de Coleman. Écoutez, justement, ce qu'il fait. Samedi soir, son ventre avait l'air d'aller un peu mieux. Donc je lui ai proposé qu'on fasse quelque chose, et elle m'a juste dit « j'ai peur d'être nulle, et puis en plus je me sens toujours pas très bien ». J'étais en caleçon, et j'ai commencé à me caresser à côté d'elle. C'est effectivement glauque, dit comme ça, mais dans ma tête, Eva en avait envie elle aussi. Je le répète, à aucun moment elle n'avait osé me dire non pour quoi que ce soit. Elle n'a fait que me sortir des excuses pour justifier le fait qu'on pouvait pas le faire. Donc je me suis dit, au pire, elle va me demander d'arrêter, ou de le faire dans les toilettes, et on n'en parlera plus. Elle ne m'a rien dit. Et donc, on revient à une histoire un peu façon Le Bouzeux, ou d'autres personnes, d'autres influenceurs, au-delà de ça, de la sphère youtubeur, tout simplement des rockstars, des acteurs, enfin bref, des gens qui ont de la notoriété, ce genre de choses. Quand t'as forcément une espèce d'ascendance mentale, c'est ton idole, même si c'est ton copain, ça reste quand même une espèce d'idole, une espèce de truc, c'est dur de casser cette image. On a parlé dans le témoignage du Bouzeux où la nana disait c'est mon idole, j'avais tellement confiance en lui, j'avais pas envie de le décevoir, même si je savais que ce qu'il faisait c'était pas bien, mais j'avais pas envie de le décevoir, j'avais pas envie qu'il me rejette. Et là en plus tu rajoutes sur le deuxième effet qui se coule un Golgoth de 2 mètres avec 140 kilos, c'est dur de dire non plus. Au bout de quelques secondes, je lui pose la question « Est-ce que tu veux m'aider ?» Encore une fois, elle ne me dit pas non, elle me dit « J'ai peur, Colin, j'ai peur d'être nul. » Ça rengaine habituel. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sa main et je l'ai amenée vers mon sexe. Elle dit que j'ai forcé pour le faire, je n'ai utilisé aucune force. Et là, c'est pareil, hein. Quand tu fais 140 kilos, tu utilises aucune force pour à peu près tout et n'importe quoi. Hein. Enfin, je veux dire, tu te rends pas compte, en fait, que les autres, ils sont en train de... C'est comme moi, quand j'essaie de soulever ma fille, elle a 2 ans, je la prends par les 2 pieds, comme ça, et je la soulève à bout de bras, je mets quasiment pas de force, et pourtant, j'arrive à la... Et elle essaie de forcer, de me ramener vers le sol. Oui, on sent pas sa force, Cependant, je pense pas qu'elle ment, et je pense que c'est surtout une question de ressenti. Entre la peur qu'elle devait ressentir et la différence de gabarit entre elle et moi, elle devait sûrement être stressée au point d'avoir perdu le peu de force qu'elle avait, et moi j'ai pas remarqué du coup qu'elle essayait de retirer sa main. Cependant, encore une fois, elle aurait pu juste me dire non pour que ça s'arrête, mais elle n'a pas osé le faire. Quand j'ai enfin posé sa main, les premiers mots qu'elle m'a dit c'est « j'ai peur d'être nulle ». Mais elle a commencé à masturber, et elle m'a même dit « guide-moi, je sais pas comment faire ». C'est ça qui m'a le plus étonné en fait, lorsqu'elle m'a parlé de ce soir-là. Elle se décrit comme paniquée et terrorisée à ce moment-là. Alors effectivement, jusqu'à présent, elle est paniquée. Alors que j'ai des vifs souvenirs d'elle qui me demandaient si c'était bien, comment je me sentais, bref, j'avais aucune raison de penser que ce que j'avais fait était mal. Au bout d'un moment, je lui ai demandé si elle voulait le mettre dans sa bouche. Ce à quoi elle a effectivement répondu non, et elle a immédiatement enlevé sa main. Et là, j'étais là, je fais, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? C'est quoi le but? Au pire, Coleman aurait pu revenir sur l'histoire en mode surface. Et pourquoi il revient autant dans les détails? Je comprends pas pourquoi il revient autant dans les détails. Mais c'est important. Du coup, souvenez-vous de cette histoire. Est-ce qu'il voulait la mettre dans sa bouche? C'est intéressant pour plus tard. J'ai alors réagi en mode « Non, mais pourquoi tu t'arrêtes? C'était bien. » Mais elle voulait pas continuer, alors j'ai respecté sa décision. Sentant que j'étais proche, je lui ai alors demandé si je pouvais me finir tout seul, elle m'a laissé faire. Cependant, je ressentais comme une sorte de blocage, j'arrivais pas à me finir, et c'est effectivement à ce moment-là que je lui ai demandé « S'il te plaît, est-ce que tu veux pas reprendre ?» J'aurais encore une fois pas dû insister. C'est juste qu'à ce moment-là, je pensais qu'elle s'était arrêtée car elle croyait que ce qu'elle faisait n'était pas agréable. Pendant tout le long qu'elle me masturbait, elle faisait que répéter des trucs en mode « Oh, je dois être trop nulle ». Du coup, j'ai cru qu'elle arrêtait ce qu'elle faisait car elle pensait que ça servait à rien et que c'était pas agréable pour moi.
Et au-delà de ça, comment t'arrives encore à avoir la gaule avec tout ça? Enfin, je sais pas, moi, ça me coupe au bout d'un moment. Si la tension est pas réciproque, bordel de merde, ça me coupe. Enfin, je sais pas vous, comment vous êtes, mais lui, c'est un roc. Un récif. Pas parce qu'elle n'en avait pas envie. Pour la énième fois, le gros problème de ce soir-là, c'était le manque de communication. Je n'aurais jamais dû faire ça, je me suis déjà excusé plusieurs fois envers Eva pour l'avoir fait, et d'ailleurs je m'en excuse encore, c'était vraiment déplacé. Au final, elle a fini par me demander d'arrêter et d'aller prendre ma douche parce que j'étais en train de transpirer. J'ai accepté, et sous la douche je me disais, putain quand même c'était gênant ce moment qu'on a passé dans le lit. Quand je suis sorti... Mais ça, il transpire, ça, putain, je vais exploser. On avance un peu à 25-55, il résume ces deux journées de la façon suivante. Débloqué, si j'ai toujours peur et qu'on fait rien, tu vas finir par me quitter. Là, je l'ai regardé de manière interloquée et je lui ai dit « Pourquoi t'y arriverais jamais ?» Elle m'a pas répondu. J'ai enchaîné « Y a une raison pour laquelle t'y arriverais pas T'as pas envie ou alors t'as subi des traumas qui te bloquent à ce niveau ?» Et elle m'a répondu que non. Je lui ai alors dit qu'il y avait aucun problème et que j'étais prêt à attendre le temps qu'il faut pour qu'elle soit prête. Et elle qui avait peur que je la quitte comme j'ai quitté S, je l'ai rassurée en lui disant que j'ai passé de super moments avec elle. Là où c'était infernal au lit comme... Il a passé de super moments. À 27-45, il rajoute une couche sur ça. C'est pour qu'on se revoie. J'en avais aussi très envie, et vers le 30-31 octobre, je devais monter à Paris pour un événement Wanted XZ Event. En gros, un tournoi Smash en partenariat avec le Z Event auquel j'étais invité. Rebelote, j'avais une bonne raison de l'avoir, du coup on se planifie un séjour de 2-3 jours après le Z Event. La veille de mon départ pour Paris, S, mon ex, a déterré des vieux tweets de moi pour les citer frustrés et me traiter de violeur. Au passage, les tweets étaient vieux d'1 an, n'avaient aucun rapport avec elle, et je suis quasiment sûr qu'elle a simplement stalké mon profil en cherchant plein de mots-clés qui pourraient lui correspondre. Tout ça 1 an après notre séparation. Clairement un acte qui crie la stabilité mentale. Il revient plusieurs fois sur son ex S et sur cette fameuse instabilité mentale. À 29-30, il a mis beaucoup de temps à comprendre que c'était gênant. T'es bien plus à l'aise et avenante au lit, osait me dire non lorsqu'elle avait pas envie de faire quelque chose, et tout s'est passé comme sur des roulettes. Quand je suis rentré, Eva m'a avoué son ressenti sur la première fois qu'on s'est vu. Elle a dit que mon ex avait dit un truc qui l'avait effectivement fait tiquer. S avait mentionné une fois où je m'étais aussi fini à côté d'elle après qu'elle se soit arrêtée pendant l'acte. Pour une fois, elle était complètement consentante, c'est juste que j'ai mis beaucoup de temps et c'est devenu gênant. Eva m'a dit n'avoir pas... Tu sais, c'est comme le bouseux. Ouais, il donne 5 orgasmes aux nanas. Mais lui, c'est pareil. Il a beaucoup de mal à venir, quoi. Il faut beaucoup plus d'entreprises. Et ce qui est génial, c'est toujours le petit rictus quand ils disent ça. Ça flatte l'ego. C'est pas le moment de flatter l'ego. Enfin, tu dis ça quand t'es dans un délire entre potes, entre copines, j'en sais rien. Pas dans des réponses de droit de réponse officielles, publiques. C'est pas du tout le moment de raconter ça comme ça. Écoute la suite. Partager ses craintes à personne, mensonge qu'elle avouera par la suite être faux, et qu'elle avait globalement mal vécu notre première rencontre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'étais d'accord pour ce qu'on a fait samedi soir? Et pour jeudi, c'est sûrement l'effet de l'alcool qui t'embrouille les idées, mais à aucun moment tu t'es débattu ou quoi que ce soit, sinon je l'aurais vu. Sauf qu'Eva est restée ferme. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie mal à l'aise ces premiers soirs. Elle savait que j'étais pas un mauvais gars, et que globalement le témoignage de mon ex était rempli de bullshit, mais elle s'était sentie très mal la première fois qu'on s'est vu. J'étais dévasté par cette révélation. J'avais beaucoup d'affection envers ces premiers jours que j'ai passés avec Eva, et sous le choc, j'ai décidé de m'excuser. Je lui ai dit, à aucun moment j'avais l'intention d'abuser de toi, mais si tu t'es senti mal à l'aise, c'est ma faute, j'ai merdé en tant que copain, et je m'en excuse. Lorsque toute cette merde a explosé, Eva a transformé tous les moments où je me suis excusé en « il s'excuse de m'avoir violé ». C'est absolument faux, je ne me suis jamais excusé pour ça, car je n'ai jamais fait ça. Je m'excusais car j'estimais que peu importe mes intentions, si elle avait mal vécu, c'était ma faute. Et que c'était pas à moi d'avoir à lui dicter son ressenti. Aujourd'hui, je suis fermement convaincu de m'être bien comporté avec elle, et que la source de tous nos problèmes, c'est qu'elle savait pas me dire non. Et se forcer... Mon cerveau, il vient de décrocher, mais il a tweeté. Hein. Aujourd'hui, il est persuadé de s'être toujours bien comporté avec elle.
il pourrait réécouter sa propre vidéo, du coup, quelque part. Mais attends, écoute la suite. Écoute la suite. De peur que je la quitte, puis finissait par regretter par la suite. La preuve de tout ça, c'est que toutes les fois qui ont suivi, Eva était à l'aise avec moi, et avec le fait de me dire non si nécessaire. Et on n'a plus aucun problème comme au premier jour. Je pense aussi que les personnes extérieures à l'histoire, notamment Mathéo, lui ont énormément monté la tête, et l'ont persuadé que je la manipulais. Car son ressenti quand j'étais avec elle, et son ressenti après la séparation, s'est littéralement métamorphosé. Et sur Twitter, ça a beaucoup parlé du fait que ce Mathéo, bah, tout ce qu'il voulait, c'est casser le couple avec Coleman pour que lui, il passe pour un espèce de sauveur, qu'il devienne le nouvel meilleur ami, puis qu'il sort de la friendzone et ainsi de suite. Eva m'accuse aussi de lui avoir fait du chantage au suicide. C'est quelque chose de très personnel, un sujet que j'avais pas vraiment envie de mentionner dans cette vidéo. Mais bon, il y a déjà toute ma vie sexuelle sur internet, donc autant déballer ce que j'ai dans la tête. Depuis un moment, genre plusieurs années, je suppose que ça a commencé vers le collège, j'ai de temps à autre des pensées très sombres, notamment des envies de suicide. J'ai jamais tenté quoi que ce soit, heureusement, mais je sais pas, quand la vie devient difficile, j'ai tendance à me dire que si je me foutais en l'air, il y aurait juste tout qui s'arrête, ça serait plus mon problème. Eva a toujours été très insistante sur le fait qu'elle voulait savoir tout ce que j'avais dans la tête. Peu importe à quel point c'était horrible ou terrible, je devais lui dire. C'est ce que je faisais, et d'ailleurs je le faisais pas systématiquement, mais les moments où elle s'en rendait compte, elle devenait encore plus insistante pour que je lui dise tout. En plus, à cette période, j'allais déjà pas très bien, j'avais perdu mes 2 grands-pères récemment, et mon père avait fait un AVC il y a genre moins d'1 semaine. Donc forcément, quand tu rajoutes à ça mon ex qui dit publiquement que j'aurais abusé d'elle, et ma copine qui m'avoue qu'elle se sentait pas en sécurité avec moi, ça a pas aidé. Et quand elle s'est mise à me supplier en mode « À quoi tu penses, Colin ? À quoi tu penses ?» je lui ai dit la vérité. C'était absolument pas pour la manipuler ou quoi que ce soit, c'était juste comme ça que ça fonctionnait entre nous. Et comme je vous le rappelle, Eva m'avait parlé de ses pensées suicidaires la première, donc j'étais à l'aise avec le fait d'en parler avec elle. C'était des choses très personnelles. Bref, grosse semaine très compliquée. Et là, on arrive aux fameuses claques. J'utilisais ça pour forcer Eva à rester avec moi. Je lui ai toujours dit que je respecterais complètement sa décision le jour où elle voudrait partir, qu'elle pouvait le faire quand elle voulait, et que je ferais jamais une connerie ou quoi que ce soit si jamais on se séparait. Je lui ai même dit ce soir-là, je ne comprends pas pourquoi tu m'as pas quitté dès notre première rencontre, si c'est réellement comme ça que tu l'as vécu. Donc non, je n'ai pas fait de chantage au suicide à Eva. Et du coup, c'est tout ce qu'on me reprochait. Enfin, à la base, c'était tout, mais quand Eva m'a quitté, elle a décidé d'ajouter encore un autre truc sur le tapis. Un truc très personnel, assez honteux, mais la façon dont c'est raconté me fait passer pour un mec violent, alors que ce n'est pas le cas. Alors on va voir c'est quoi sa version du fait que ce n'est pas un mec violent. Ça commence de manière un peu dégueulasse, donc je vais pas passer par 4 chemins. Après avoir couché avec Eva, elle a frotté ses doigts sur mon sperme et m'en a mis sur le corps. Ses doigts n'étaient pas juste humides comme elle le sous-entend, elle est allée consciemment frotter ses doigts dessus pour en étaler sur moi. Je lui ai dit « Wesh, arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Et moi je trouve ça mignon. Là c'était un vrai acte d'amour qu'elle faisait, c'était mignon. Je vois pas pourquoi tu l'as mal pris de ce côté-là. Et du coup elle le refait. Je prends une tête dégoûtée et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'en met dans la bouche. Pourquoi t'es dégoûté de ton propre sperme et il te met dans la bouche? C'est rigolo parce que quand tu lui as dit vas-y mets ta tête et que t'avais envie de lui faire un test Covid avec sa tête sur ta bite, il y avait pas de gênance ici, c'était normal. Par contre si elle te fait goûter ton propre sperme là d'un coup, oh là là mais c'est dégueulasse. Surtout que c'était le moment ou jamais de faire une espèce de jeu un peu sexuel, un peu rigolo sur plein de trucs. Et justement de briser la glace. Et il rajoute, pour ceux qui me diraient « Mais t'avais déjà dit en avoir avalé par le passé, moi, qui dit à Josplay, je sais pas qui c'est Josplay, que je l'ai déjà goûté quand j'avais 14 ans par curiosité, et Eva qui m'en met de force dans la bouche, c'est deux choses différentes. Elle t'en met pas de force. C'est un jeu sexuel, c'est tout. Et du coup, ce double standard, il est pas bien. Et regardez comment il réagit. Je prends une tête dégoûtée et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'en met dans la bouche. Pas près de ma bouche comme elle le dit dans son thread, bel et bien dans ma bouche. Et se met à rigoler.
Voilà, premièrement, c'est immonde. Alors non, c'est pas immonde, je suis désolé. C'est juste rigolo, drôle, sympa. Enfin, c'est juste des jeux sexuels. Et si tu l'as aussi mal pris, va pas demander à des nanas qu'elles te sucent. Si c'est immonde. Et là, écoutez la suite. Apparemment, Eva a pas l'air de trop piger le concept de consentement, parce que j'estime avoir... Et va. Faut la remettre en ralenti, celle-là. Premièrement, c'est immonde. Apparemment, Eva a pas l'air de trop piger le concept de consentement, parce que j'estime avoir assez bien montré que je voulais pas qu'elle me fasse ça. Du coup, elle le fait, et elle se met à rigoler, sauf que moi, ça me faisait vraiment pas rire. Et le plus chiant, en fait, c'était qu'elle comprenait pas quand je lui parlais. Du coup, j'étais en train de paniquer et chercher une solution pour qu'elle arrête, pour lui faire comprendre que j'étais pas bien. Ma réaction était vraiment pas la meilleure, je suis complètement d'accord sur le fait que j'aurais jamais dû faire ça, mais la façon dont on portrait ça Eva et la réalité est complètement différente. Elle était en train de me rigoler au nez, et comme un imbécile, mon moyen pour qu'elle s'arrête, ça a été de l'attraper et de lui mettre des toutes petites gifles. Je n'aurais jamais dû faire ça. Des toutes petites gifles. Des toutes petites gifles d'un mec qui fait 140 kilos sur une nana de 60. Du coup, la notion de petite gifle, j'imagine qu'elle est pas pareille en fonction du gabarit. De toute, pas une petite gifle, hein, de toute, tu sais, c'est un peu Bud Spencer avec ses ennemis. Mais je l'ai pas battu. Il y avait absolument aucune force dans ses gifles. Alors, il fout des gifles, mais il l'a pas battu. Nuance. C'était juste pour la secouer physiquement, parce qu'encore une fois, je le répète, elle ne m'écoutait pas quand je lui parlais. La personne qui a été abusée à ce moment-là, ce n'est pas elle, c'est moi. Donc c'est lui qui était abusé. Parce qu'elle l'écoutait pas. Et quand lui, il l'a forcé à tenir sa main, à lui dire non, enfin bref, on va pas refaire le film, mais vous avez bien compris où je vais en venir. Il l'écoutait. C'est ouf, cette histoire est ouf. Je me suis certes défendu de manière très stupide, j'aurais dû me lever, j'aurais dû faire autre chose. En revanche, je ne l'ai pas battu, je ne l'ai pas blessé. Une bifle comme ça. KO. Je lui ai infligé aucune douleur. Elle a juste eu très peur parce que, oh mon dieu, Colin a osé me toucher après que je lui ai fait avaler son sperme de force. Le trade dit que ça a duré 30 secondes ou une minute, je pense que c'est vraiment la peur qui accentue le ressenti des... Alors je pense que les 8000 pouces rouges, ils sont surtout avec ce passage-là au final. Eva, car c'était bien plus court. Et je l'ai pas tenu en souriant comme un sadique, tout simplement parce que j'avais absolument aucune envie de sourire à ce moment-là. Je tiens à souligner que son trait dit que j'étais foudrage, incontrôlable, et que j'enchaînais les coups au point qu'elle comprenait pas ce qu'il se passait. Toute cette merde s'est passée au Nouvel An, vous connaissez mon gabarit, je vous assure que si ça s'était passé comme c'est décrit dans le thread, elle aurait encore la trace de ma main sur la figure. Ensuite, le thread sous-entend que je me suis levé pour aller me laver, et qu'elle m'a juste regardé terrifié et qu'on n'a pas parlé de l'événement. C'est complètement faux, parce que même moi j'avais besoin de parler de ce moment. On a eu une conversation de plusieurs minutes, où elle m'a expliqué ce qui lui a pas plu, je lui ai expliqué ce qui m'a pas plu, et on s'est excusés tous les deux. Je lui ai expliqué que j'ai pas eu la bonne réaction, mais qu'à aucun moment j'avais l'intention de lui faire du mal. Elle m'a confirmé qu'elle n'a rien ressenti à part de la peur, et on a fini dans les bras l'un de l'autre. Jamais de la vie, je ne battrai une femme, et encore moins Eva. Jamais de la vie. Jamais. Mais c'est trop tard. Tu l'as fait. Tu viens de le faire. Enfin, c'est fait. Trop tard. Trop tard. C'est jusque-là, la situation était exceptionnelle, et honnêtement, si les rôles étaient inversés... Oui, jusqu'à la prochaine situation exceptionnelle. On va avancer un peu. Ah oui, écoutez ça. Ce qui s'est passé les premiers soirs, ainsi que le témoignage de mon ex... n'ont eu aucun impact sur ma relation avec Eva à la base.
Enfin, techniquement, ça avait un impact, parce que le problème, c'était les autres. Les tweetos qui ont entendu parler du témoignage. Alors attends, après j'en étais où? Ah oui, compte désactivé... Ah oui, c'est là. 37,50. Le compte désactivé de Mathéo. Pleure parce qu'elle savait pas quoi faire pour qu'il arrête de lui envoyer ce genre de message. Ou pour qu'il arrête de faire des allusions au fait que je sois un violeur sur son compte privé. Pour ceux qui connaissent Mathéo d'ailleurs, vous devez sûrement vous souvenir en genre début décembre, lorsqu'il a désactivé son compte Twitter. Vous savez pourquoi il l'a désactivé? Parce qu'Eva a décidé de couper les ponts avec lui. Et il est revenu en lui promettant, en lui jurant que plus jamais il ne ferait d'allusion au fait que je sois un violeur. Promesse qu'il n'a au final absolument pas respectée. L'objectif de Mathéo avec ce trade, c'était pas de penser au bien-être d'Eva, c'était pas de la garder en sécurité. Son objectif, c'était de nous séparer. J'essaie pas de dire qu'il était jaloux de moi, mais qu'il était plus motivé par sa haine envers moi que par son inquiétude pour Eva, car un jour il a juste explosé et sorti son trade sans prévenir, alors que ça faisait des mois qu'Eva lui disait que tout allait bien. De plus, il y avait aucun remords à lui en foutre, plein la gueule jusqu'à ce qu'elle menace de ne plus jamais lui parler. Donc ouais, c'est clairement motivé par la haine, pas par inquiétude. Sinon, ça serait clairement pas la manière dont il s'y serait pris. Et au final, ça a marché, vu qu'après son trade, tout le monde nous est tombé dessus. Si Eva et moi on a fini séparés, c'était pas notre décision. C'est parce que des dizaines et des dizaines de nos potes, et lorsque le trade est devenu public, des dizaines de milliers de personnes, lui ont mis la pression pour qu'elle me quitte. J'ai gravé dans la mémoire le jour où ce trade est sorti, et qu'Eva est venue me dire en pleurant « J'ai plein de gens qui m'apportent leur soutien en DM et qui t'insultent, comment je fais pour leur dire que tout va bien entre nous ?» Tout va bien entre eux. Quelque part, je suis rassuré qu'ils ne sont plus ensemble. C'est vraiment une relation plus que toxique. Clairement. Enfin, c'est mon opinion personnelle à moi. Les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion également. Mais tout allait bien. Il parle de ses collègues qui l'ont lâché. Que je puisse répondre, me justifier ou quoi que ce soit. Et attention, je parle pas de quand Eva a sorti son trade. Là, à la rigueur, ça serait compréhensible. Je parle de quand Mathéo a sorti son trade et qu'Eva était toujours de mon côté. Quasiment tous mes potes les plus proches, des books que je connais depuis des années, avec qui on a passé des heures et des heures ensemble, que j'ai rencontrés IRL pour certains, ne m'ont même pas envoyé un message, ne voulaient pas écouter ce que j'avais à dire. Dans les groupes Twitter dans lesquels j'étais, ça rigolait, et ça faisait des comptes à rebours sur le moment où ils allaient me bloquer si Tiens, d'ailleurs, j'avais absolument pas remarqué, c'est à ce moment-là que je l'ai remarqué, je sais pas si c'est pertinent ou quoi. Regardez-le, il regarde non-stop l'objectif de la caméra, comme s'il parlait à une personne. Je sais pas qui fait ça, à regarder non-stop l'objectif de la caméra, et les yeux ne vont ni à gauche ni à droite, ils sont directement braqués sur l'objectif de la caméra. Moi, je sais pas, quand je parle, je regarde mon retour, je regarde un peu à gauche à droite, je regarde un peu à gauche à droite. Ça fait super bizarre, le mec qui regarde directement des trucs, et ça bouge pas. C'est très bizarre. jamais ma réponse ne sortait pas. Personne ne m'a donné une chance. Le trade n'était même pas encore public, que quasiment tous mes amis m'avaient au mieux abandonné, et au pire se mettaient déjà à me cracher allègrement dessus, en privé comme publiquement. Enfin, pour ceux qui me diront « Mais si tout s'est passé comme tu le racontes, et qu'il y a des trucs faux dans les trades d'Eva, Mathéo et S, pourquoi est-ce que tu portes pas plainte ?» Honnêtement, j'y pense très fort. Le truc c'est que porter plainte, ça va pas m'apporter ce que je veux, retrouver une vie normale. Je parle même pas de revenir sur internet, c'est une décision que j'ai pas encore prise. Non, je parle de potentiellement pouvoir avoir un taf, ou pouvoir reprendre mes études. Sauf que la douille, c'est que c'est compliqué de faire ça lorsque t'as une étiquette violeur, et maintenant on peut même ajouter batteur de femmes sur le front. Si quelqu'un me reconnaît à mon taf, et va dire à mon boss « Oh, mais ce type il est connu », ça risque de me poser de très gros problèmes. Et j'imagine même pas reprendre les cours, déjà que ça me reconnaissait à la fac en 2019. Aujourd'hui, c'est obligé que la moitié de l'amphi reconnaît ma tête. Mais même ceux qui te connaissent pas, ils reconnaissent ta tête. C'est quoi cette coupe de cheveux? Ce que je veux, c'est pouvoir aller mieux, oublier toute cette histoire, pouvoir sortir de chez moi sans avoir la boule au ventre qu'on me reconnaisse, et surtout, faire entendre ma vérité. Porter plainte ne va certainement pas m'aider à oublier, vu que déjà je vais voir leur tête au tribunal, mais en plus car les procès ça peut prendre jusqu'à plusieurs années, ce qui veut dire plusieurs années où je vais devoir penser à ça en boucle. Chose qui va vraiment pas me faire du bien mentalement. Et pour les deux autres points, ça arrange pas non plus ma situation, vu que même si je gagne, on pourra juste dire que la justice protège les agresseurs. Une quoi qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. J'ai toujours été quelqu'un qui dénonçait ce genre de comportement. J'étais l'un des premiers à parler et relayer tout ce qui est affaire de viol, d'abus, de pointerie. Et j'étais le premier à dire que les influenceurs, les mecs connus qui faisaient ça, étaient complètement stupides. Ils ont un boulot de rêve, une vie de rêve, et ils mettent tout ça en péril juste pour du cul,
chose qu'ils finiront par avoir de toute façon sans avoir à se résoudre au viol ou aux filles bien trop jeunes pour Ouh! Heureusement que t'es là, Coleman, pour nous alerter. eux. Vous pensez réellement que je suis assez stupide pour croire que je vais pouvoir abuser d'une fille comme Eva, littéralement l'une des filles les plus influentes de France? Et qui est Eva au final? Elle est connue? Je crois qu'elle venait juste de démarrer sa carrière Twitch, et là d'un coup c'est une des filles les plus influentes de France. C'est qui Eva du coup? Elle est connue? À 42h15, il termine sa vidéo, mais en message de fin de vidéo, il explique ça. Attention, écoutez bien, c'est très fugace. Comme victime. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Désolé de plus être en facecam, c'est juste que j'enregistre ça après avoir fini le montage de cette dernière, et j'ai pas envie d'avoir à aller me recoiffer, activer mes lumières, me forcer à regarder la caméra. T'étais coiffé? Il était coiffé, il n'ose pas se montrer décoiffé. Oh la vache. Mais plus sérieusement, on va lui laisser le mot de la fin à 44h15, c'est très important. Écoutez-le bien. Internet. Pour les gens qui me soutiennent, je le répète encore une fois, je ne veux pas que vous alliez mentionner les gens cités dans cette vidéo. Si vous y tenez, montrez votre soutien publiquement et partagez-la, mais ça s'arrête là. Je pense qu'Internet a rendu suffisamment de justice. En continuant ce cycle de la haine, vous me causez plus de tort qu'autre chose. Pour le moment, j'ai plus rien à ajouter. C'était Coleman. Portez-vous bien. Et ça, c'est très intéressant, et il a totalement raison là-dessus. Quand il y a des affaires, quand il y a des choses, n'interagissez pas avec les acteurs qui sont concernés par cette affaire. Vous pouvez donner vos opinions, vous pouvez commenter, mais n'interagissez pas, restez éloigné de tout ça. C'est la meilleure façon pour garder un maximum de respect et un maximum d'humanité un peu partout. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire visiter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à pousser en haut ou en bas comme vous voulez, mais surtout, à bientôt pour de nouvelles aventures.